Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de tricot et ceci est un podcast où je vous présente principalement mes créations en tricot. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. J'ai un petit ventilateur qui tourne, donc si vous entendez un bruit de fond qui je l'espère n'est pas trop fort, ça vient de là. J'ai pas mal de choses à vous montrer dans cet épisode, 4 projets qui sont assez variés, on va un peu toucher à tout comme ça arrive souvent. J'ai 2 nouvelles sorties de Patron que j'ai publiées récemment à vous présenter et 2 nouvelles en cours. Donc vous pouvez trouver les différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, retrouver un projet en particulier, c'est par là. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons, les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail et avoir accès aux coulisses. Ce dont je vais reparler un petit peu à la fin du podcast. Je vais commencer avec ce que je porte qui est un nouveau modèle que je viens tout juste de publier. Il s'agit du pull Elanide qui est un pull basique en fingering raglan. Donc il se tricote de haut en bas, donc on commence par monter les mailles sur la nuque et les épaules. On tricote un petit peu avec des augmentations pour former l'encolure. Puis on tricote les augmentations en raglan, ici. On sépare le corps et on met les manches en attente, en mettant les manches en attente. Et on tricote jusqu'à la fin, en faisant des finitions en côte-torse. Après avoir relevé le col également. Voilà, donc c'est un pull tout simple, hyper du coup modifiable, que ce soit en termes de longueur, de corps, de manches, etc. Je l'ai prévu pour être porté soit de manière ajustée ou avec très peu d'aisance. Mais ça aussi, c'est un petit peu adaptable. Si vous voulez prendre 1 ou 2 tailles au-dessus pour vous donner plus d'aisance, ça marchera très bien. Il suffira peut-être de diminuer un petit peu les manches si vous préférez qu'elles soient moins lâches. Voilà. Comme souvent, un patron basique, un canevas un peu hyper modifiable. Et voilà, tout simple. Vous avez en option une séquence de rayures, mais vous pouvez aussi évidemment le faire en uni. Dans les instructions du patron, le motif de rayure est à part. Donc je vous donne des indications sur ce que moi j'ai fait pour faire mes rayures, mais vous pouvez très bien faire des rayures différentes. Un nombre différent de couleurs, des rayures de tailles différentes, une fine, une large, etc. Peu importe, comme on veut. Vous avez un petit rang de transition avec un jeu de mailles glissées qui fait un peu fondre le passage d'une couleur à l'autre. Aussi facultatif, tout est facultatif, vous faites ce que vous voulez. L'idée c'était vraiment d'avoir un pull de base en jersey, puisque en fait il y a quelques mois, au printemps, j'avais très envie de ces couleurs. J'avais envie de faire un projet un peu frais, avec des couleurs un peu inhabituelles, peut-être pour moi, en tout cas pas tous ensemble, et j'avais complètement craqué sur ces couleurs. Donc il s'agit de laine de Artemis Yarns, qui est une teinturière française qui fait pas mal de choses, mais en particulier la laine Artemis Yarns, c'est des couleurs souvent assez punchy, vitaminées, avec des speckles, des variations, etc. Et donc je lui avais pris un jeu de couleurs. Les corneilles ont envie de vous parler aussi, on dirait. Hein. Donc, alors, si je peux me souvenir des couleurs. Le bleu, c'est Zéphyr. Enfin, c'est un menthe. Un bleu un peu vert menthe avec des speckles ocre. Le rose aussi avec des speckles ocre et un peu plus rose foncé. Et également un petit peu de menthe. Non mais ça va. Mais c'est terrible. Ça s'appelle le Lullaby. Et le violet Parme, aussi avec des speckles ocre. Vous comprenez pourquoi j'ai mis ces 3 couleurs ensemble, parce que pas du tout, hein, mais sur l'ordinateur je voyais pas. Mais quand je les ai reçus, je me suis dit, quand j'ai commandé ces couleurs, je me suis dit, j'aimerais bien les mettre toutes ensemble, mais sinon c'est pas grave, je ferai un petit jeu de chaussettes amusant. Mais quand je les ai vues toutes ensemble, j'ai remarqué qu'elles avaient toutes des speckles ocre, et je me suis dit, ça marche très bien ensemble. Et donc le Parme, c'est Lavender Field. Et
La couleur qui sépare chacune de mes rayures, c'est en fait un fil marbré, donc c'est sa base Célène, qui a la même composition, mais qui est un fil avec un brin noir et un brin blanc non teint. Et du coup, ça fait cet effet marbré qui est très 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 sympa, qui est très joli. Voilà. Donc c'est de la fingering. C'est une base chaussette, donc mérino nylon. Tout ce qui est de plus basique. J'aime bien utiliser cette base basique. Bientôt, on va devenir un podcast chimie. Attention. J'aime bien utiliser ça pour des pulls de mi-saison. Voilà, des pulls qui vont pas être trop chauds parce que moi ça me tient pas trop chaud les laines mérino nylon parce que comme le mérino est super vache, il perd un petit peu de son pouvoir isolant. Et on a quelque chose qui est solide, qui a de l'élasticité, donc pour un pull qui doit un peu garder sa forme, si je veux le porter comme ça, un peu ajusté, c'est bien. Et surtout, les laines superwash, du coup, elles retiennent les couleurs un petit peu différemment. Pas mieux, juste différemment. Et pour des coloris un peu chouettes comme ça, c'est amusant. Mais qui dit pull simple canevas, dit que vous pouvez forcément utiliser tout type de fil que vous voulez, des laines plus rustiques, plus naturelles, des fils d'été également. Vous pouvez facilement en faire un t-shirt puisque vous pouvez faire les manches de la longueur que vous voulez comme le cas. Vous pouvez très simplement vous arrêter, faire un t-shirt. Pourquoi pas utiliser un fil avec un petit peu plus de drapé. Auquel cas je vous conseille de prévoir plus d'aisance. Si vous prenez du coton tel quel, ça fonctionnera très très bien. Mais voilà, pour ce pull simple, j'avais... quand j'ai reçu ces fils, je sais de reconstituer. Je me suis coupé la frange récemment, c'est pour ça que ça m'énerve. Je ne suis pas encore réhabituée à ce qu'elle soit un tout petit peu trop courte. Voilà. Tout de suite, on perd le fil. Quand j'ai reçu ces laines et que j'ai finalement décidé d'en faire un pull printanier ou demi-saison, puisque là on va arriver du coup plus sur les basiques d'automne. Ça éventuellement, on va y arriver. Je me suis rendu compte que j'avais pas dans mon catalogue de patron un raglan fingering comme je voulais, tout simple en fait. J'en ai une version DK, mais je n'avais pas exactement cette forme en fingering de base. Et voilà, vous savez que j'aime pas trop j'aime pas trop faire tout le temps la même chose et mes patrons partent un petit peu dans tous les sens, hein. Donc j'ai pas forcément fait les bases, mais de temps en temps c'est chouette, je pense, à la fois d'avoir un modèle plus accessible et de couvrir un petit peu petit à petit entre moult patrons un peu plus farfelus, de petit à petit réussir à couvrir un petit peu les bases. Donc raglan fingering, échantillon classique, 24-25 mailles sur 10 cm, je sais plus, à peu près. J'ai tricoté en 3,25 si je me trompe pas, et voilà. Voilà pour Elanide, qui j'espère vous plaira. Rose. Voilà, qui j'espère vous plaira. Il est disponible sur mes boutiques de patron, donc sur Ravelry et Payhib, et pour la sortie sur Ravelry, il est à moins 15% avec le code Elanide, je pense que je ferai simple pour une fois, jusqu'au dimanche après la sortie. Voilà pour ce modèle. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à regarder les versions des testeurs parce que du coup, comme on fait un peu ce qu'on veut, soit on fait un uni, hein, tout simple, soit on fait des rayures, et les rayures, comme je vous le dis, elles sont modulables. Vous pouvez aussi jouer, pourquoi pas, sur les textures. Si vous prenez un fil dentelle, éventuellement mohair, ça peut un petit peu faire un jeu de rayures à la fois transparente et texturée avec le côté poilu du mohair. C'est un petit peu à la mode depuis quelques temps de faire des rayures comme ça. Voilà, jouer avec les couleurs, jouer avec l'épaisseur des rayures comme on le souhaite. Et on a un patron tout simple, et si vous cherchez un projet à tricoter pour la fin de l'été pour avoir un pull quand les choses commenceront à se rafraîchir un petit peu, et bien voilà. Voilà pour Elanide, et je vais passer à la suite. Un autre modèle. Je passe sur mes modèles, hein, comme ça, comme ça c'est fait. Je termine.
J'ai terminé, du coup, il y a quelques semaines, j'ai publié le dernier patron pour finir la collection de chaussettes texturées. Donc ça fait quelques mois que je publie une fois par mois un nouveau patron de chaussettes avec un motif de texture. Donc on est parti des côtes avec une torsade très simple, on a fait des mailles croisées, on a fait des torsades un petit peu plus alambiquées, etc. Et le dernier modèle de chaussettes est disponible maintenant, je l'ai publié il y a quelques semaines, il s'agit des chaussettes Myrène. Et donc en fait ce sont des chaussettes inspirées du châle du même nom que j'avais publié l'année dernière. C'était une collaboration, hop je vous montre, c'était une collaboration avec Le Chat qui tricote, donc la boutique de tricot et teinturière d'Aix-en-Provence, et La Pelote Vagabonde. On avait créé un châle à 2 écheveaux en mélangeant leur travail. Et donc c'est un châle triangulaire asymétrique, très léger. Le but c'était d'avoir quelque chose d'amusant à tricoter, donc on enchaîne des textures différentes. Vous avez un jeu de mailles glissées sur point de mousse, un petit point de mosaïque, tout simple, donc pratique si vous n'avez jamais fait de mosaïque pour apprendre à en faire, et un point de dentelle également simple. Voilà. J'aime bien les projets qui mélangent certes différentes techniques, mais qui les gardent individuellement assez simples. C'est quelque chose que je trouve assez agréable à tricoter de manière générale. Et voilà. Donc j'avais sorti ce châle et... alors, je l'avais vu d'abord sur Instagram, mais ensuite je l'ai aperçu en vrai au Knit It. La tricoteuse Maï... Les chiens... insupportables, vous les entendez? Ils courent comme des dératés dans le... Pas des dératés, ils sont ratés, mes chiens, ils sont purement ratés. Ils courent dans le jardin et ils s'étouffent. La tricoteuse Mynam avait en fait adapté ses motifs en pull. Elle a un pull qui est très joli, j'étais assez, étonnée et ravie de voir. J'adore quand les gens se font des choses créatives avec les patrons. Pour moi, quand je sors un patron, moi je vous lance mon idée et vous faites ce que vous voulez avec. Je m'en moque. Vous modifiez, que ce soit pour faire des toutes petites modifications ou que ce soit comme là, vous prenez les motifs d'un châle et vous les mettez sur un pull. Elle avait en fait le corps du pull dans un motif de maille glissée et en bas du pull sur l'ourlet elle avait fait la bande de mosaïque et de dentelle comme ceci. En finition du pull, c'était très joli. C'est très joli et ça m'a donné l'idée de réutiliser cette séquence sur des chaussettes puisque ça fonctionnerait aussi très bien dans ma tête. Et voilà le résultat du coup. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent comme toujours pour mes patrons des côtes vers la pointe. Je sais que de temps en temps des personnes me demandent est-ce que tu ferais pas des patrons de la pointe vers les côtes. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout. Bon, jamais dire jamais, hein, vous savez. Je change d'avis, voilà. Hein. Mais j'aime vraiment pas. Moi je préfère vraiment faire des côtes vers la pointe. Ça me permet de mieux maîtriser mon talon préféré. La coupe me convient beaucoup mieux dans ce sens-là. Je déteste rabattre les côtes. Et pour des chaussettes, il faut que les rabats pour les côtes soient élastiques. Ne me conseillez pas, à chaque fois que j'en parle, les gens me demandent si j'ai essayé tel ou tel rabat. Oui, la réponse est oui. J'ai tout utilisé, je les déteste tous. J'aime pas le... J'ai pas forcément tout utilisé, hein, mais j'en ai utilisé beaucoup. Et je les aime pas, j'aime pas les faire et je trouve que le résultat est pas beau. Alors que mon montage élastique me convient très bien. Donc, a priori pas de modèle de chaussettes des pointes vers les côtes, peut-être dans 5 ans quand je serai moins têtue et que j'aurai changé d'avis ou que j'aurai par miracle trouvé du coup un rabat et une façon de faire le talon dans l'autre sens qui me convienne. Parce que j'aime pas faire le gousset dans l'autre sens en fait, je trouve que c'est plus difficile d'en maîtriser la circonférence et la longueur. J'ai fait, hein, j'ai essayé tout ça, je dis pas ça dans le vide. Hein. Quand je dis que je n'aime pas quelque chose, c'est que j'ai essayé. Et ça ne m'a pas convenu. Donc, des côtes vers la pointe, pour les gens qui sont comme moi. Des côtes torse, ensuite vous avez la petite bande de dentelle. Vous avez un diagramme par taille, hein, parce que le motif du coup est adapté pour chaque taille. Vous avez 6 tailles différentes dans le patron. Instructions en diagramme et instructions écrites.
ce qui en fait un modèle assez accessible si vous avez jamais fait de dentelle ou de mosaïque, qui est plus simple à faire en rond qu'à plat. Voilà, donc c'est autre chose, c'est peut-être plus abordable de faire un tout petit motif de mosaïque comme ça quand on est en rond sur des chaussettes. Le seul vrai souci avec la mosaïque, c'est qu'il faut vraiment faire les choses souplement. Si vous ne savez pas ce que c'est la mosaïque, ça consiste en fait à glisser les mailles. Donc c'est pas du jacquard, on tient les mailles, enfin c'est pas du jacquard à fil tiré, disons, on tient une seule couleur à la fois. Et sauf qu'on glisse les mailles qu'on ne veut pas tricoter et ça forme un motif. Ce qui fait que vous avez sur l'envers des fils qui courent. Et comme en mosaïque, on tient qu'une seule couleur à la fois, on n'a pas forcément à l'esprit le fait qu'il faille vraiment le faire de manière souple. Donc généralement pour la mosaïque, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de changer de numéro d'aiguille pour que ce soit vraiment plus souple. C'est la seule difficulté. Dans le patron, je vous conseille du coup d'essayer la chaussette une fois que vous avez fait ça pour vérifier que vous n'avez pas trop serré. C'est quelques rangs, hein, c'est une petite dizaine de rangs. Et une fois que l'on a fait ça, donc ça fait tout le tour de la jambe, on commence un motif de maille glissée sur un fond de jersey, tout simple. 2 talons au choix. Mon talon préféré, celui qui me convient le mieux personnellement, c'est le talon traditionnel avec un renforcement et un gousset. Vous avez également les instructions pour faire un talon à rang raccourci à l'allemande. Et tout le pied est fait dans ce motif tout simple de maille glissée jusqu'à la pointe, qui est une pointe arrondie, et qu'on termine par un remaillage avec la technique Kitchener Stitch. Voilà pour Myrène, du coup, la version chaussette qui a été publiée fin juillet. J'ai des cheveux partout. La laine que j'avais utilisée pour cette paire-ci, c'est la Regia Premium. Donc pour cette collection de chaussettes, j'avais alterné entre les 2 types de fils à chaussettes de la marque Regia, la version soie et la version yak que vous avez ici, qui est un petit peu plus dodue, qui fait des chaussettes, elles sont bien épaisses, hein, qui est plus rebondie, qui a un rendu un petit peu chiné sur certaines couleurs également, qui a une très chouette définition. Vous voyez comme les mailles glissées ressortent énormément, et la dentelle aussi. Des deux, entre la version soie et la version yak, je préfère la version yak, vraiment pour faire des chaussettes un peu plus chaudes, un peu plus épaisses. La version soie, elle est très sympa, elle est ultra douce. Par contre, alors chez moi, j'ai pas encore de bouloche, mais je la sens un peu prête à commencer à boulocher. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont tester du coup la version soie et qui ont des bouloches. Des fois ça dépend des couleurs. Il y a certaines couleurs de certaines productions qui vont boulocher, d'autres pas. Mais voilà, entre les deux, la soie elle est hyper douce, elle a une définition magnifique. Mais je la trouve un petit peu trop précieuse, un petit peu trop peut-être fragile. Je pense que ce serait très chouette à réutiliser pour des châles, des choses comme ça. Mais pour des chaussettes, la yak me plaît beaucoup. Ça fait un tricot vraiment très très dense avec mon échantillon de chaussettes habituel. Et ça veut dire que ça va être bien solide. Ça m'amuse d'avoir une paire de chaussettes. On pourrait se dire c'est un peu délicat avec la dentelle et tout ça, et j'ai utilisé une laine qui est un peu plus en contradiction avec ce côté délicat en fait. Mais voilà pour Myrène qui conclut la petite collection de chaussettes de cette année. L'année dernière j'avais fait des chaussettes en dentelle, non pas l'année dernière, l'année d'avant il me semble. J'avais fait des chaussettes en dentelle, là j'ai fait des chaussettes texturées. J'ai déjà prévu pour l'année prochaine, printemps-été, normalement si tout se passe bien, de faire, il faut que je finisse mes mots, hein, je peux pas me permettre de juste dire la première, si je dis juste les premières syllabes des mots, est-ce que vous me comprenez? Les podcasts seraient beaucoup plus rapides.
J'ai prévu pour l'année prochaine, si tout se passe bien, de faire couleur, de jouer avec les couleurs un petit peu. Donc j'ai déjà grosso modo la plupart des modèles en tête. Donc voilà, si vous aimez ces petits jeux de chaussettes à chaque fois, il y en aura un aussi prévu l'année prochaine. Mais voilà un petit peu pour tous les modèles qu'il fallait que je vous présente, que je voulais vous présenter pour ce début du mois d'août. Et je vais passer à mes encours. Et je vais commencer par un encours personnel. Ignorez la laine là, c'est pas pour tout de suite. J'ai commencé il y a un petit mois maintenant, même plus, le top Rosenlund de Sarim Nordlund. Sarim. Qui est un débardeur avec un joli motif texturé. Donc ça fait un petit moment que je le tricote, j'y vais doucement. J'adore le tricoter. C'est vraiment le type de projet... Oula, c'est rouge, oui. C'est vraiment le type de projet qui me convient parfaitement. Donc c'est un, vous voyez, c'est un débardeur. On commence par le haut, en fait, on fait le dos. Tout droit, on forme les emmanchures avec des augmentations, on met le dos en attente, on relève les mailles sur les devants et vous voyez que d'un côté j'ai un tout petit peu décalé les motifs. Quand vous relevez, quand vous avez des motifs comme ça qui doivent à peu près être alignés, quand vous relevez les mailles, il faut bien faire attention à relever dans les mailles pour aligner les motifs. Je l'ai pas fait d'un côté, j'en suis rendu compte après. Est-ce que j'allais tout défaire pour faire ça correctement? Non, absolument pas. Je pense que vous avez l'habitude si vous avez regardé quelques épisodes de podcast. Je ne suis pas quelqu'un de très perfectionniste. Je dirais même plus, des fois je fais exprès. Je fais exprès pour compenser le surperfectionnisme et les gens qui doutent d'eux et qui sont trop critiques par rapport à leur propre tricot. Je me dis, j'essaie de compenser. Je me dis, si vraiment moi je fais les trucs les plus pourraves possibles, peut-être que ça peut en décomplexer certains. Je plaisante, hein. Il y a un goût à vraiment faire les choses hyper propres et c'est marrant, je l'ai sur certaines choses et sur d'autres pas du tout. Et il n'y a aucune logique. Là, ça m'est égal. Vraiment, vous voyez en fait, ça se voit beaucoup sur ce motif-ci de petite torsade, c'est décalé. Voilà, ça va être la ligne des poules. Je vais avoir les cheveux par-dessus. C'est pas grave. De l'autre côté, c'est comme ça qu'on fait. Quand on réfléchit. Voilà. On tricote les devants, on forme l'encolure aussi en augmentant un petit peu. C'est une encolure ronde assez près du cou. On descend pareil jusqu'aux emmanchures. On rejoint le tout en rond pour le corps. J'ai choisi de faire déjà les finitions parce que comme ça c'est plus présentable. Donc au niveau du col, on relève les mailles, on fait des côtes torse et en fait c'est un col double qui est replié. Donc on tricote un certain temps, on fait un rang de mailles envers pour replier le col, on retricote et on rabat vers l'intérieur. Comme souvent les instructions dans les patrons pour ce genre de col disent de rabattre les mailles puis de les coudre sur l'envers. Personnellement moi quand j'essaie de faire ça, ça fait trop serré en fait. Alors que je suis pas quelqu'un qui d'habitude ait des problèmes de rabat trop serré. Vous voyez, hein, je fais quand même beaucoup de col assez près du cou. Mes rabats moi sont généralement bien souples, bien élastiques. Mais là, le fait de rabattre puis de recoudre derrière, à chaque fois que j'ai essayé de le faire, c'est trop serré. Ce que je préfère faire, c'est... Je ne rabats pas les mailles, en plus ça me fait économiser du fil. Je rabats pas les mailles et du temps. Je garde les mailles sur l'aiguille et je les accroche comme ça au fur et à mesure sur l'envers. C'est la façon que je préfère pour faire des cols repliés comme ceci. La finition sur les manches est sympa aussi, un tout petit détail mais qui est chouette. On avait juste des mailles glissées et en fait on nous fait faire un petit truc, un petit rabat qui fait une finition, qui rajoute une petite épaisseur très jolie, enfin épaisseur visuelle disons, mais ça reste plat. Et voilà, et donc j'ai fait ça comme ça, c'est présentable et là je suis sur le corps.
J'adore tricoter ce modèle. C'est typiquement le genre de tricot qui me convient, qui est parfait pour moi en fait. Moi j'aime bien les tricots qui gardent un peu mon attention, parce que sinon en fait mon cerveau part dans tous les sens et ça me détend pas en fait, je sais pas comment dire. Ça va m'occuper mécaniquement, mais si ça prend pas assez d'espace d'attention, si ça prend pas assez d'attention, bah il y a un vide en fait, et c'est pour ça que je tricote en regardant des films ou en lisant. Quand c'est des tricots comme ça très simples, je peux lire en même temps. Là on est vraiment sur l'équilibre parfait parce que ça prend quand même pas mal de mon attention, mais ça reste assez simple en fait, ça a un rythme, c'est motivant en fait quand on voit les motifs se former, c'est hyper satisfaisant tout en étant en termes d'exécution assez simple. Vous avez pas mal de motifs différents, donc vous avez ici un petit jeu de torsade qui en fait quand on regarde ces mailles on voit la fois précédente je suis partie dans ce sens là, bah du coup là il faut que je parte dans ce sens là, etc. Donc on n'a pas besoin forcément de regarder la grille pour ces motifs-ci. Ici vous avez un jeu un peu de double diminution centrale, donc il faut juste repérer un petit peu à quel rang faire la diminution, etc. Et la seule grille qu'il faut vraiment suivre une fois qu'on a compris les autres, c'est celle du milieu, qui est pas forcément facile, enfin je pense pas qu'on puisse la mémoriser. Donc le fait qu'on ne puisse pas la mémoriser, ça fait que voilà, ça garde cette partie de mon attention qui a besoin d'être occupée, mais ça reste quand même tout simple. Une fois que je vois sur quel rang je suis, je sais à peu près ce que je dois faire, et il y a un rythme. Déjà c'est symétrique, donc on fait la même chose d'un côté puis de l'autre, et il y a que à un endroit, donc ici, où il y a des jetés et des diminutions sur l'envers. Donc quand on tricote le haut du corps, on est à plat, et il y a une partie de la dentelle qui se fait également sur l'envers. Après ça fait des lignes comme ça, donc c'est simple. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est cet équilibre entre c'est quelque chose qui demande un peu d'attention, mais pas trop en fait, parce que du coup voilà, ça reste, je peux quand même regarder quelque chose de léger à côté ou écouter quelque chose, mais je pourrais pas par exemple lire un livre. Voilà, ça engage bien mon cerveau quand même, et c'est hyper agréable. J'adore. Voilà, donc je le savoure vraiment, je tricote assez lentement dessus, notamment parce que j'ai dû tricoter des projets de manière assez intense pour le design en ce moment, des choses que je peux pas forcément vous montrer. Et du coup ça c'était plutôt mon projet de week-end, parce que le soir je voulais pas trop me lancer dessus, et je le trouve très 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 chouette. Je sais pas à quelle longueur je vais faire le corps, comme souvent ça va être quelque chose d'assez court pour moi, mais voilà, pour ce joli modèle patron bien expliqué, etc. Comme souvent avec Sari, moi c'est une façon d'expliquer les patrons qui me convient, et j'utilise la Landlust Summerside, dont je vous avais beaucoup parlé l'été dernier quand je l'avais découverte. J'adore ce fil. J'adore ce fil. C'est un mélange de coton et de soie. Je pense que c'est mon fil d'été préféré parce qu'il est hyper polyvalent, pas très cher. C'est 6,80 je crois, la pelote de 50. Comme c'est un fil d'été, ben on n'en achète pas forcément beaucoup non plus. Donc c'est un fil avec une épaisseur sport, mais qui peut se tricoter facilement avec un échantillon de fingering. Ou de déca. En fait c'est vraiment il a une souplesse qui est hyper, vous voyez hein, il a un joli drapé et en même temps une définition qui est très 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 bonne. C'est hyper doux, c'est hyper frais. J'avais fait 2 modèles où je l'avais utilisé en jersey, et du coup on peut se permettre d'avoir quelque chose d'hyper souple quand c'est juste du jersey, parce qu'on n'a pas besoin de voir un motif, et c'est hyper agréable à porter. Et là j'ai pris le coloris, je voulais un truc rouge, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'un truc un petit peu flashy, et donc c'est le coloris 11. Ils ont une jolie palette de couleurs aussi. Je l'achète directement sur le site Filati, mais si on cherche Filati sur Google ça ne marche pas.
il y a un petit souci de référencement. Si vous cherchez en fait la marque Lana Grossa, j'ai l'impression que Filati et Lana Grossa c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi il y a deux noms différents. Mais je crois que un est la filature et l'autre parce que c'est une marque allemande, mais en même temps filée en Italie, comme beaucoup de marques de laine européennes. Compliqué. Donc c'est sur le site filati.fr, voilà, c'est là que j'achète la Landlust. Il me semble qu'elle est disponible sur d'autres sites également, mais un peu plus cher, et je suis pas sûre de... Il me semble que c'est une boutique belge, donc pour les Belges c'est peut-être bien. Mais en achetant, en faisant expédier vers la France, sur le site de Filati, c'est hyper rapide, et voilà. Si jamais vous la cherchez, cette fille, il y a quelques coloris également qui sont chinés, où il y a un brin d'une couleur et un brin d'une autre, donc ça peut être amusant. Mais je vous conseille vraiment beaucoup ce fil, même si vous n'aimez pas le coton, hein. En fait, le fait qu'il y ait 50% de soie, ça change complètement le rendu du coton. Ça ajoute, vous savez, le coton, moi j'ai un petit peu de mal avec le coton pur aussi, parce que c'est un peu lourd, mais là vous voyez la souplesse de la chose, c'est très chouette, et vous avez un petit peu la brillance de la soie, tout ça. Bon, mon téléphone n'aime pas trop cette couleur, hein, mais c'est plus... Là, il ressort un peu trop cerise, j'ai l'impression. C'est un rouge un petit peu plus foncé que ça, mais voilà. Donc je le tricote doucement. Je pense avoir fini quand même, et j'aurai de quoi le porter vu que qu'il fait chaud. Qu'il ferait chaud, je pense, encore un petit moment. Généralement, de toute façon, jusqu'à fin septembre au moins, on peut porter des choses estivales ici. Mais voilà pour cet encours. Je sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire dessus. J'adore le tricoter, je le trouve vraiment très plaisant, et j'ai vraiment hâte de le porter. Ah oui, je sais pas ce que j'ai fait avec la taille. J'avais pas le bon échantillon tout à fait, mais en fait j'ai avec les patrons de Sarine Orloon, je suis souvent entre deux tailles. Je suis souvent pile entre la taille 2 et 3. C'est en fait avec l'aisance que moi je préfère, je tombe jamais correctement. Alors souvent je peux faire la taille 3 parce que par exemple si c'est un pull, moi j'aime bien porter mes pulls avec plus d'aisance, donc il n'y a pas de souci, je peux faire la taille 3. Mais pour les tops d'été, parfois il faut pas qu'ils soient trop lâches, surtout une forme comme ça. Du coup, j'étais pile, idéalement la mesure que j'aurais voulu, c'est pile au milieu entre la taille 2 et la taille 3. Mais ça s'est bien goupillé parce que quand j'ai fait mon échantillon, et ça aussi ça m'arrive souvent avec Sarine Orloon, c'est que j'ai pas tout à fait le même, facilement le même échantillon qu'elle et la même préférence d'échantillon avec le type de fil qu'on utilise. Comme j'avais pas le même échantillon, il est un peu plus serré. Du coup j'ai fait la taille 3 et je pense que je vais bien tomber entre deux. À peu près. Je dis je pense, faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que j'ai pas mesuré, j'ai pas vérifié. Mais en fait, à vue de nez comme ça, ça va, parce que ça va se détendre un petit peu. Et j'ai pas revérifié mon échantillon encore sur le point de blé, mais là j'ai tricoté assez, donc je vais pouvoir vérifier si j'ai pas fait de bêtises, et si, maintenant que j'ai une bonne partie de point de blé, oui, parce que je vous ai pas dit, il y a le panneau central, mais sur les côtés c'est du point de blé. J'adore le point de blé. J'adore le point de blé, j'adore le point de riz, j'adore les trucs qui mettent 20 ans à tricoter, mais c'est joli. Donc là je vais pouvoir mesurer pour vérifier que j'ai pas fait n'importe quoi. Mais ça m'a l'air d'être la taille que je voudrais. Et comme j'utilise un fil qui est si souple, je voulais pas non plus que ce soit trop grand. Notamment au niveau des emmanchures qui sont assez longues. J'aurais peut-être pu les raccourcir. Vous pouvez très facilement, si vous avez peur vous aussi que ce soit trop long, en fait on tricote tout droit, hein, donc en fait on peut remonter ça. Je pense que c'est bon. Honnêtement, oui, je pense que ça va aller. Pour Rosenlund, c'est fait. Et je voulais vous montrer un dernier en cours qui est un nouveau modèle que je viens de commencer. Et donc, on passe du coq à l'âne, hein. Top d'été, gros gilet en hareng. Alors, on
continue dans la veine des modèles inspirés d'autres modèles. Pas aussi littéralement, mais vous vous souvenez peut-être du châle Eidola. Oh, tiens, il est là. Autant vous le montrer. Hop. Châle Eidola. Qui est un gros châle, également avec plein de textures différentes. Voilà. Beaucoup plus grand que l'autre. Littéralement une couverture. Je m'en sers tout l'hiver. C'est ma couverture. Et dans Eidola, donc il y a plein de points différents. Et il y a notamment ce point-ci. Que j'ai adoré tricoter. C'est un point un peu bizarre. C'est un mélange de... en fait, c'est comme des côtes. 2 mailles en vert et une maille. C'est une maille un peu brioche. C'est-à-dire qu'on met un jeté, on glisse la maille, sauf qu'on le fait plusieurs fois. On empile les jetés, en fait. On va mettre 1, 2, 3, 4, il y a 5 jetés, 4 jetés, je ne sais pas. Et on va attendre avant de, enfin, tricoter la maille et ses jetés. À cela s'ajoute un jeu de rayures qui joue un petit peu sur le fait de changer de couleur sur l'envers. Du coup, on a des petits bouts de couleur qui cassent un peu le truc et ça fait un point bizarre, mais que moi j'aime beaucoup. Donc, quand j'avais tricoté Eidola, il y a un moment maintenant, hop, je sais pas pourquoi je le jette comme ça parce que je vais devoir le récupérer pour filmer le podcast en anglais. Quand j'avais tricoté Eidola, j'avais vraiment tout de suite j'ai envie d'utiliser ça pour un gilet. Et il me semble que je vous en avais parlé, sauf que bah voilà, les choses mettent un petit peu de temps à se mettre en place. Et il est l'heure de tricoter ce fameux gilet avec ce point. J'ai envie de faire un gros gilet doudou avec la même forme que d'autres gilets que j'ai pu faire, comme le gilet Nynaeve, épaule tombante, devant qui augmente un petit peu en mini V ici enveloppant. Vraiment quelque chose, ça va être une laine hareng épaisse. Donc hop, j'ai choisi. J'avais dans mon stash une laine dont je ne savais pas trop quoi faire. Il s'agit de la... Bon, c'est pas grave. Il s'agit d'une laine de Katia. Donc c'est la Concept Cotton Merino. Et Keizaku. C'est un fil soufflé en quelque sorte. En fait, vous avez à l'intérieur, vous voyez la partie blanche, c'est comme un I-cord de coton en fait. Et vous avez aussi des petits bouts de fibres noires. Et ça doit être, si je ne m'abuse, le mérino. Donc c'est la répartition, c'est 70% coton, 30% mérino. Et c'est hyper aéré, hyper léger. Donc vous avez, ça fait des coloris un peu chinés, plus ou moins. Par exemple là sur le noir c'est très chiné. Vous avez ce gris, c'est gris. Voilà, c'est légèrement nuancé, mais pas non plus. Vous avez du vert par exemple. Voilà. Vous avez un très joli panneau, très joli panel. Panneau. Tiens, pourquoi des fois on dit panel bon. Podcast chimie et linguistique. Un très joli assortiment de beige. Ils ont beaucoup de beige qui sont très jolis. C'est un fil qui a un métrage de DK. Il y a 105 mètres au 50 grammes. C'est un métrage de DK, mais quand on le tricote, ça fait vraiment un gros échantillon bien hareng. Et moi j'aime bien les fils qui sont comme ça. C'est le même truc avec les fils cardés, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un fil qui théoriquement est plus fin, vous avez plus de métrage sur une pelote, mais vous pouvez tricoter plus lâche et ça va bien remplir l'espace. C'est plus économique parce qu'on a besoin de moins de pelotes, etc., etc. Et ça fait des choses un petit peu plus légères. Et j'aime bien ça. Du coup, je me suis dit, je vais tenter d'associer ce fil qui me plaît bien à cette idée de gros gilet avec ce motif. Et voilà le résultat. Donc j'ai commencé par le dos. Donc ça va être le dos du gilet. Et voilà ce que ça donne dans ce motif. C'est chouette. J'aime bien. C'est simple à tricoter. Hein. Je vais faire une vidéo. Il y avait déjà une vidéo dans Eidola, mais là j'ai envie de vraiment faire une vidéo
pour que les gens puissent facilement lire le motif, parce qu'il faudra le maintenir tout seul quand on augmente sur la nuque et sur le cou, ici, pour faire... Ça va être un gilet ouvert, hein, ce sera pas fermé. Pour que ce soit beaucoup plus intuitif à tricoter, il y a quelque chose à visualiser très simplement, et je pense que ce sera plus facile à expliquer en vidéo, donc c'est pas un motif qui est compliqué à tricoter, mais qui a un effet vraiment particulier. Vous voyez, en fait, ça fait des lignes comme ça. Et donc, là, je fais une version tricolore, comme ça. Et je voudrais faire les finitions, toutes les finitions, je pense, dans la version en gris, dans la couleur en grise. Oula, je ne sais pas parler. Dans la laine grise. Pour uniformiser un peu le tout. Ça va être particulier à photographier, hein, parce que du coup ça fait un effet un peu bizarre. Voilà, je ferai des finitions en côte torse 3-1. Petite folie. On va faire des codes 3-1. Je pense, pour adoucir, je me dis si j'utilise ma couleur la plus sobre, c'est une meilleure idée. Et voilà, pour cette version-ci, parce que je vais faire 2 prototypes. Oui, exceptionnel. J'ai le temps et l'envie. Je pense faire cette version-ci en gilet assez long. J'ai pas mal de fils, mais c'est un petit peu difficile. Comment dire? Le désavantage des fils comme ça qui ont un échantillon fluctuant, c'est-à-dire qu'on peut les tricoter à 10 000 échantillons différents, c'est que l'utilisation de fils est un peu imprévisible. Vous avez peut-être déjà remarqué que si vous tricotez des modèles avec une laine cardée et que le designer avait une laine peignée, ou inversement, que votre utilisation de fil est rien à voir. C'est vraiment complètement différent. Moi, ça m'arrive plusieurs fois de tricoter quasiment la même chose au même échantillon, mais un coup c'était une laine cardée et un coup c'était une laine peignée, et du coup le métrage n'était pas du tout. Voilà, c'est un peu imprévisible, ça s'explique parce que la laine elle est moins... Les fils ont une densité différente en fait, et du coup ça s'ouvre différemment et on consomme plus ou moins. Mais du coup, ça fait que en designant, je sais pas trop combien je vais réussir à tricoter. J'aimerais bien en théorie en faire un gilet long, donc je vais faire les 2 devant, donc je vais relever mes mailles ici en faisant bien attention à aligner mon motif, mais là ce sera assez facile puisque je sais qu'il faudra bien que je prenne 2 mailles ici, une maille là, 2 mailles ici, une maille là. Vous voyez, il y a 2 mailles en fait entre chaque creux. Ici là, c'est 2 mailles. Une maille, 2 mailles, une maille. C'est juste 3 mailles. Donc c'est assez simple à suivre. Je vais relever les devants, les tricoter, les rassembler, tricoter un tout petit peu sur le corps et faire les manches. Et comme ça, je sais que ensuite je devrais essayer de garder juste suffisamment de gris pour faire la bande d'encolure. Et idéalement, j'aimerais bien que le gilet arrive à peu près sous les fesses. Pas sûre d'avoir assez de laine. Au pire, j'en rachèterai. Je verrai. Je verrai. Je veux faire ça parce que du coup, j'ai envie d'un autre prototype. J'ai envie d'un autre prototype parce que, en tricotant cette version tricolore, on coupe pas les fils à chaque fois, hein, quel cauchemar. On fait suivre les fils et ce sera expliqué dans le patron. Et donc j'ai bien réussi à trouver un rythme de où faire croiser les fils sur le côté pour pas avoir à les couper. Et j'ai écrit quelque chose dans le patron qui, moi, me facilite la tâche parce que c'est quelque chose que j'oublie très souvent, de faire suivre les fils. J'oublie. Souvent, je me rends compte, j'ai commencé à tricoter un rang et puis je me dis, ah mince, il fallait que je fasse suivre le fil. Quand je fais des rayures, ça m'arrive tout le temps. Là, il y a plusieurs fois où j'ai oublié. Et donc, il y a plusieurs fois où il y a un long fil parce que j'ai pas fait suivre. Du coup, j'ai mis dans le patron un petit symbole, un petit truc qui facilite la tâche. Mais on n'est pas obligé de faire en 3 couleurs. Parce que je trouve que ce serait hyper chouette, juste la texture
en uni. Ça ferait quelque chose d'hyper minimaliste, un peu moins fou, un peu moins foufou. Et quand j'étais en train de tricoter ça, je me dis bon bah je dirais à mes testeurs, si vous voulez le faire en uni, n'hésitez pas, parce que moi j'avais très envie de le voir en uni. Et puis au fur et à mesure, je me dis ouais mais en fait j'ai très envie d'en avoir un moi en uni. Donc je vais me tricoter une seconde version toute unie. Comme ça il y aura les deux options visibles et vous pourrez vous faire un avis. Parce que c'est un petit peu le problème quand on a des points qui jouent comme ça sur les couleurs. C'est parfois difficile de se défaire de l'image du prototype du designer. Et du coup, en tant que moi, personne qui essaie de montrer les possibilités du modèle, j'ai un peu de mal parfois à me dire, oui bon, moi j'ai envie de faire ce truc, mais est-ce que c'est vraiment représentatif de ce que les gens vont aimer enfin, non pas que je fais les choses en fonction de ce que les gens vont aimer, mais est-ce que ça va pas bloquer certaines personnes qui peut-être auraient aimé une version légèrement différente. Par exemple, quelque chose de très basique, voilà, vous allez voir ce pull là, vous allez vous dire ah rayures machin, mais en fait vous n'êtes pas obligé de faire des rayures, mais voilà, est-ce que le déclic se fait? Moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça, quand je vois un modèle fait dans certaines couleurs, c'est très difficile pour moi de l'imaginer dans d'autres trucs. Par exemple, ça m'arrive avec les châles de Steven West, qui sont, vous le savez, ultra colorés, ultra fun et tout. Et du coup, moi, comme c'est pas forcément tout le temps mes couleurs, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer dans ces châles, alors qu'en vrai, bah si. Parce que il suffirait que je fasse mes couleurs et ça marcherait très bien. Et il y a d'autres tricoteurs qui font les châles de Steven West dans des coloris. Notamment, il y a quelques personnes qui à chaque fois le font systématiquement dans des coloris neutres, hyper élégants, hyper minimalistes, tout ça. Et ça rend très bien. Mais moi, j'ai beaucoup de mal. Et je me doute qu'il y a d'autres gens comme moi. Et du coup, quand je crée un modèle, j'ai toujours ça en tête. Je dis, je vais montrer ça. Est-ce que c'est pas trop un extrême? Est-ce qu'il faudrait pas que j'essaie de montrer un juste milieu pour que les gens qui puissent se dire ah moi j'ai envie d'aller complètement vers un truc ultra coloré, je peux. Ou moi non j'ai envie d'un truc hyper minimaliste, je peux aussi. Voilà. C'est une questionnement comme ça. Du coup bah là comme j'ai le temps, je dis que j'ai le temps en théorie. En théorie j'ai le temps. J'ai bien le temps. Enfin, le modèle sortira qu'en décembre. Hein. C'est juste que j'aimerais pouvoir montrer 2 versions déjà à mes testeurs pour pouvoir leur donner l'inspiration. Même si généralement mes testeurs ils comprennent ce que je veux dire. Et normalement courant août je vais prendre quelques semaines tranquilles où je ferai moins d'administratif et où je pourrai tricoter les 2 versions. J'ai commandé pour faire ma version neutre de la Robinson de Rerum Natura. Parce que ça nous donnera le même échantillon, je le sais, parce que la Robinson, donc si vous savez pas, Rerum Natura a sorti 2 nouveaux fils, qui sont des fils cardés, comme leur Ulysse et Gilliatt, mais où il y a 30% de coton. Donc c'est 70% le mérino recyclé, etc. et 30% de coton. Et c'est trop bien. Donc la version Robinson, qui est l'équivalent de Gilliatt, serait une bonne... Gilliatt aussi, hein, du coup, ce serait un bon substitut pour ce modèle. Et du coup, j'avais envie d'essayer, d'en profiter pour essayer la Robinson. J'en ai commandé en coloris sucre glace, qui est un blanc beige. Et voilà, comme ça j'aurai un gilet blanc, parce que j'aime bien porter des gros gilets blancs en hiver et j'en ai pas. Ça m'a. Et du coup... Parce que vous vous dites, non mais elle a commencé à nous dire qu'elle voulait qu'il soit long, et là elle nous parle d'un autre fil et d'une autre version, on comprend rien. Du coup, cette autre version sera certainement une longueur classique, et du coup dans le patron, il y aura
comme toujours, multi-options, multi-présentations, on comprend rien, je vous embrouille, c'est affreux. Mais voilà. Pour l'idée, je pense que je vais les tricoter les deux en parallèle parce qu'en fait je me dis si je finis celui-là et qu'après je commence l'autre du début, je vais avoir l'impression de recommencer. Mon cerveau, machin. Donc, alors que si je tricote les deux en parallèle, du style je fais le haut du corps, je vais recevoir la Robinson, si elle n'est pas déjà dans ma boîte aux lettres, elle y sera demain. Vu que Toulouse c'est à côté. Enfin, je sais pas si elles sont à Toulouse même des Rerum Natura, mais le fait est que quand je passe commande chez des Rerum Natura, ça arrive 1 ou 2 jours après, c'est ultra rapide. Du coup, je vais faire le haut du corps pour ça, le haut du corps de la version neutre, les manches de la version neutre, et ensuite je vais faire les corps en m'arrêtant là où j'ai envie ou là où ma laine à disposition, notamment pour celui-ci, s'arrête. J'espère vraiment pouvoir le faire long. Ça devrait pouvoir le faire. Ça se tricote hyper rapidement, c'est aussi pour ça que je dis j'ai le temps, parce que ça monte hyper vite. J'ai fait ça en 2h30 peut-être. Ça se tricote hyper vite. Il n'y a pas beaucoup de mailles en fait, comme c'est un gros échantillon, c'est le dos ça. Hop, comme ceci. Voilà. À peu près. Comme c'est un gros échantillon, voilà. Ça monte hyper vite. Et vous voyez que j'ai déjà coupé. Il faut que je mette les mailles en attente parce que j'ai déjà fini en fait la hauteur d'emmanchure que je voulais. Ça c'est l'envers. Vous voyez, ça fait juste des rayures. Voilà. Voilà pour ce projet qui sera donc un gros gilet doudou qui sortira en décembre. Qui, je l'espère, aura 2 versions. On verra. On verra ce que j'arrive à faire. Ça, c'est toutes mes idées, mes envies, mais la pratique sera peut-être différente. Voilà. Voilà pour ce projet. C'est une répétition de 8 rangs. La majorité des rangs, on fait la même chose. Voilà. On fait toujours la même chose, on fait juste 4 ou 5 fois la même chose. Mais voilà. Voilà pour les projets en cours. Je vais ça là. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer en tricot. Je voulais terminer ce podcast en vous faisant 2 petites annonces. La première, c'est que le calmistère de cette année arrive. Je vais vous filmer bientôt une vidéo de présentation. Donc si vous attendiez le calmistère, si vous savez pas trop, etc. Le patron sera lancé le lundi 8 août. Vous aurez à ce moment-là une vidéo de présentation en ligne, etc. Et le calmistère en lui-même commencera le dernier vendredi, c'est le 26 je crois. Voilà. Ça courra du coup jusqu'en octobre, mais toutes les informations seront la semaine prochaine normalement quand vous voyez cette vidéo, ça arrivera très vite. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est juste vous faire le petit blabla Patreon. Vous savez sans doute maintenant, à force que je vous rabâche, que je fasse ma promo. J'ai une page Patreon sur laquelle vous pouvez nous rejoindre pour soutenir mon travail. Vous avez 3 niveaux d'abonnement. Ça fonctionne comme un abonnement mensuel, mais vous pouvez... c'est très flexible. Vous venez pour 1 mois, vous avez accès à tout et vous repartez comme vous voulez. Vous pouvez à l'inverse prendre directement un abonnement pour toute une année. Il y a une petite réduction si vous faites ça. Et vous avez 3 niveaux. Vous avez un niveau à 2 € qui est un niveau de soutien basique qui vous donne accès à tous les mois je vous présente les patrons à venir, je vous donne des petites infos en avance, notamment les personnes qui sont sur Patreon sont déjà au courant du calmistère, du thème, etc. Et parfois des petites surprises. Vous avez aussi accès aux tests, aux appels aux tests de manière privilégiée. Le deuxième niveau c'est tout ça, plus vous avez un patron par mois au choix sur tous mes patrons individuellement publiés. Vous avez un code qui vous permet de prendre n'importe quel patron. Et vous avez aussi une vidéo spéciale. Tous les mois, je fais une vidéo pour Patreon qui va couvrir différents thèmes. Parfois, il s'agit juste d'un vlog coulisses. Je vous montre comment je crée un modèle. D'ailleurs, je suis en train d'en faire un pour le gilet que je viens de vous montrer.
Vous avez parfois des discussions techniques sur des tutoriels, des choses comme ça, des revues de fil, voilà, différentes choses qu'on voit sur Patreon. Et donc c'est une vidéo par mois, mais quand vous rejoignez Patreon, vous voyez le catalogue de toutes les vidéos passées. Donc là, il y a plus de 30-35 vidéos sur différents thèmes que vous pouvez regarder et vous y avez accès sur tout le mois. Donc en fait, vous pouvez venir regarder les vidéos qui vous intéressent, etc. Et voilà. Et pour le troisième niveau, donc le niveau 10 €, c'est un niveau de soutien supplémentaire pour les personnes qui veulent et qui peuvent. Et cela vous donne tout ce dont je vous ai parlé précédemment et un deuxième patron au choix. Voilà, parmi les boutiques. Patreon, c'est un moyen le plus accessible d'acheter un patron en fait, parce que ça revient un peu moins cher. Notamment si vous prenez un modèle de vêtements, ça revient moins cher que d'acheter un patron sur les autres plateformes. Et ça vous permet de regarder un petit peu ce qu'on y fait et d'avoir quelques vidéos si vous avez envie de jeter un œil à ça. Voilà, pour le petit blabla de présentation. Mais ce mois-ci, sur Patreon, le thème c'est les fils pour torsade. Donc j'ai fait une petite série de vidéos où je parle des différentes caractéristiques de fils qui sont bien pour différentes techniques. Donc il y a une vidéo pour le jacquard, une vidéo pour la dentelle, et donc cette fois-ci on finit avec la vidéo pour les torsades. Donc quelles caractéristiques de fils vous donnent un rendu de torsade classique, disons, en termes de composition, en termes de retors, de type de filage, si c'est cardé, peigné, etc., de traitement, tout ça. Qu'est-ce qui fait, ok, ça c'est un fil parfait pour des torsades, je me pose pas la question. Et comment on fait si on n'a pas envie de suivre ces règles, si on a envie de jouer un petit peu avec les codes et d'avoir des rendus de torsade différents, moins classiques? Comment faire pour compenser? Qu'est-ce qu'on peut regarder comme type de fil et avec quoi on peut jouer en termes d'échantillons, en termes de type de motif également? Qu'est-ce qui fait que ça va très bien marcher aussi, même si c'est pas le truc classique, ce sera quelque chose de très chouette également. Voilà, donc c'est la vidéo qui sera sur Patreon normalement la semaine prochaine, tout début. Je mets les vidéos Patreon généralement le premier lundi du mois. Et voilà, ce sont des vidéos que je tourne en français sur Patreon, donc je parle en français. Et je les sous-titre ensuite pour les anglophones. Mais voilà, comme vous êtes une majorité de francophones sur Patreon, c'est dans ce sens-là qu'on fait les choses. Et voilà, je vous prépare des petites choses sympas pour Patreon, notamment pour le mois d'octobre, qui est le mois de tricot chaussettes. Petit indice. Mais voilà, pour le petit blabla administratif, je pense que c'est tout pour cet épisode. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas tourné... J'avais dit que je ferais un épisode fin juillet et je ne l'ai pas fait. Je vais un petit peu réduire le nombre de podcast parce que ça prend beaucoup de temps, c'est assez chronophage de tourner des podcasts et en ce moment, il faut que je prépare d'autres choses. Et... alors c'est un peu contradictoire parce que du coup ça fait que j'ai un gros épisode avec beaucoup de choses à vous dire et notamment beaucoup de sorties de modèles à vous matraquer. Voilà, donc mais je sens que mon souci avec le fait de faire des sorties de podcasts qui me donne l'impression d'être mécanique et de pas vraiment discuter. J'ai vraiment l'impression que c'est la fréquence plutôt que le tas de choses que je mets dans un podcast. Donc pour les mois à venir, il y aura certainement un seul gros podcast par mois. J'ai peut-être changé d'avis, ce sera peut-être autrement, selon comment les choses se goupillent, peut-être que je pourrais en faire un deuxième. Moi voilà, je vais essayer de tourner des podcasts quand j'ai pas mal de choses à vous dire, quitte à avoir un podcast qui vous jette plusieurs choses à la figure. Mais je pense que ce sera un petit peu plus facile à gérer pour moi pour les mois à venir. Mais voilà, donc je sais pas trop quand il y aura un nouveau podcast en tant que tel, mais je vous retrouve dans tous les cas sur la présentation du Calmystère si ça vous intéresse. Vous pouvez deviner le thème très facilement si vous avez vu les photos sur Instagram, je pense. Voilà,
je vous dis à la prochaine. Du coup, je vous souhaite une très bonne fin de journée et prenez soin de vous. Salut!